Après l'honneur que vous me faites et la reconnaissance dont vous témoignez à l'égard de mon travail, commencer peut-être par mon trajet. Je n'ai pas de scientifique, je n'ai pas d'enseignant, je n'ai pas de profession libérale dans mon ascendance. Et donc, j'ai grandi avec la passion des sciences, mais avec aussi cette idée que l'école de la République me donnait vraiment une chance. Et j'ai toujours vécu avec ça. D'où d'ailleurs mon engagement profond vers la formation des enseignants, même si je suis chercheur à plein temps, même si j'ai des responsabilités administratives au Muséum national d'histoire naturelle, je n'ai jamais cessé d'aider les enseignants du pays à, enseigner des sciences du mieux qu'on puisse le faire, du point de vue du contenu, mais aussi du point de vue de la compréhension de ce qu'on fait lorsqu'on fait des sciences. Alors si vous faites votre métier avec passion et amour comme je le fais, il y a quelque chose qui vous mobilise tout de suite, c'est dans les sciences de l'évolution spécifiquement, nous sommes bien placés pour ça, nous assistons à des manipulations de l'extérieur, de nos propres disciplines, par des think tanks, par des boîtes à idées politiques, par des querelles de chapelle, alors que les véritables enjeux sociopolitiques ne sont pas dans les périmètres disciplinaires, mais sont dans l'identification pour nos concitoyens de ce que c'est que la science et de ce qui n'en est pas, des utilisations de la communauté scientifique ou des sciences dans d'autres objectifs que celui de la seule avancée des connaissances objectives. Donc des personnes qui redéfinissent la science de l'extérieur et de toute évidence en manipulant ce que j'appellerais avec Pierre Bourdieu le contrat méthodologique. Pourquoi manipuler effectivement après tout, en quoi les sciences peuvent-elles servir à autre chose que l'avancée des connaissances objectives? Ouh là là, quelle question naïve. Les sciences sont utilisées comme levier aux États-Unis, en Australie, je ne vais pas développer parce que ça risquerait d'être trop long, mais utilisées comme levier pour atteindre des objectifs politiques. C'est-à-dire, le principal objectif, c'est utiliser les sciences comme cheval de Troie pour faire revenir la théologie ou le discours théologique à l'école publique. Et donc, on n'en est plus sur des questions de négation des contenus scientifiques, ce sont déjà des stratégies dépassées, on est sur des stratégies de mimétique de la science, et si c'est pas mimétique, c'est, manipulation des discours sophistiqués d'épistémologie, c'est-à-dire en fait cette discipline intellectuelle qui consiste à savoir comment on a fait la science dans le passé, comment on l'a fait aujourd'hui. Et donc, ces questions de périmètre épistémologique sont devenues, à un procès récent, par exemple, en Pennsylvanie, à Dover, en décembre 2005, cette question d'épistémologie a rencontré la politique, puisqu'au procès de Dover, aux États-Unis d'Amérique, il s'est agi de savoir si la pseudo-théorie dite du dessin intelligent était enseignable en tant que science à l'école publique américaine. Donc vous avez là des endroits dans le monde où la science et la politique se télescopent étroitement. J'ai pas envie de vous parler de créationnisme ce soir parce que, entre nous, surtout pas ici en plus, quelle inutilité, pas ici. Non, j'ai envie de vous parler de quelque chose de plus audacieux, c'est quelles sont les formes de manipulation des sciences en France, ici, aujourd'hui. Et c'est le sens de la mobilisation de mes collègues que j'appelle de mes vœux et qui est exposé dans ce livre. Reprenons donc depuis le début, vous comprenez le sens de mon action, parce que ma discipline est manipulée, parce que je ne viens pas d'une famille scientifique, et je sais à quelle valeur accorder à l'ascenseur social de l'école publique, puisque j'en suis moi-même le produit. Et donc, en faisant mon petit bonhomme de chemin, et sans avoir jamais eu aucune formation ni en épistémologie ni en politique, parce que ça aussi, ça manque dans les formations, je me suis quand même souvenu que, de toute évidence, mes collègues levaient la plupart du temps les épaules lorsqu'il s'agissait de lutter contre les manipulations dont leur propre discipline faisait l'objet, indifférence, récusation de l'existence d'une communauté professionnelle, ça je l'ai vu, je l'ai rencontré souvent, et curieusement, mes collègues de ma profession disent mais non, c'est des communautés scientifiques, c'est un mythe, il n'y a pas de communauté, et pourtant ces gens-là sont des fonctionnaires d'État.
ça me frappe. Moi, je suis payé par vos impôts pour faire des sciences et pour en redistribuer le fruit. Eh bien, mes collègues certains de mes collègues, ils ne sont pas majoritaires, mais néanmoins, c'est pas négligeable. Ils ne reconnaissent pas la notion de communauté professionnelle des scientifiques. Dès lors, comment voulez-vous avoir une conscience sociale de votre métier si vous ne reconnaissez même pas, on va dire, une espèce de charte professionnelle, une déontologie, et comme si ces gens-là, finalement, étaient payés pour être eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui m'a frappé aussi. Alors, je me suis souvenu de mon petit bonhomme de chemin face à mes collègues qui m'ont bien aidé, finalement, parce qu'ils m'ont aidé à réagir. Je me suis souvenu que avec Condorcet, la République, la première République, celle de 1792, avait fait un pari extrêmement audacieux et noble. C'est-à-dire que plutôt que de construire le vivre ensemble sur la foi et la suggestion dans l'espace public, ce qui n'était peut-être pas d'ailleurs à l'époque ce qu'on pourrait appeler un espace public, on allait construire la citoyenneté sur la raison, et une raison qui est conçue comme émancipatrice. Parce que plutôt que de se mettre d'accord là dehors sur ce qui existe pour faire un vivre ensemble, il faut quand même qu'on ait un minimum de vision commune sur ce qui est là dans le monde réel dehors et quelles sont les forces qui régissent ce monde réel. Et bien que plutôt que de fonder ce socle commun d'entente sur ce qui existe dans le monde réel sur la croyance, on allait désormais le fonder sur le savoir. Là, avec la différence que je fais court, on n'a pas beaucoup de temps, je fais court. Le savoir se distingue de la croyance en ceci qu'il se justifie à tout moment. Et comme il se justifie, je sais ce que je sais et je sais pourquoi je le sais. Et si je sais pourquoi je le sais, je suis capable de justifier ce que je sais. Dès lors, le savoir est déstabilisable en droit. Il est questionnable à tout moment. Or, la croyance, au contraire, n'a pas besoin d'être justifiée. Elle peut très bien reposer sur une référence d'autorité, soit à un texte antique, le texte de Galien, le texte d'Aristote, quel que soit l'auteur du texte sacré, la Bible, la Genèse, référence à une autorité ou d'un texte ou l'autorité d'une personne. Et donc fonder le vivre ensemble sur la raison, vue comme émancipatrice, dans une vision universaliste de l'humanité. Certes, on peut critiquer les usages qui ont été faits de la raison. Certes, on peut discuter sur l'universalisme, et j'en suis un défenseur, on pourrait en parler tout à l'heure si vous voulez. On peut le discuter, néanmoins, c'est quand même ce qui fonde notre Constitution. Donc ça va être mon point de départ. Eh bien, de fait, en faisant mon petit bonhomme de chemin, j'ai bien compris que les sciences participaient à cette citoyenneté-là, puisque le rôle des sciences est d'expliquer, depuis 200 ans, les sciences n'ont pas toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui, mais elles sont au moins d'expliquer rationnellement et collectivement, je souligne 10 fois, 50 fois, collectivement, le monde réel. Vous savez autant que moi ce que le public reçoit de nos médias des sciences quand il s'agit d'une image positive, c'est l'image du chercheur isolé dans sa baignoire qui crie Eureka. Le gars, il est génial tout seul. Être un génie tout seul, ça n'existe pas. C'est absurde. Nous ne sommes géniaux que lorsque nous avons su convaincre par l'usage de la raison, précisément, nos collègues. On est génial que quand on a su convaincre ses collègues par voie d'argumentation et par un rapport au monde réel particulier qu'on appelle l'expérience scientifique. Mais tant qu'il n'y a pas eu validation des affirmations qui ont été produites, et cette validation, elle est susceptible d'être faite par des observateurs indépendants, il y a un caractère éminemment collectif de la validation des savoirs. Je dis bien de la validation. L'élaboration, elle peut être très personnelle après tout. Mais il y a un filtre collectif, et ça c'est un pari drôlement audacieux et drôlement exigeant. Une école d'humilité, si certains d'entre vous avaient été scientifiques dans votre vie, eh bien, vous savez à quel point, même lorsqu'on a une longue carrière derrière soi, et là je préjuge, je ne me considère pas vieux, à quel point la science peut être une école d'humilité. Nous sommes éreintés en permanence par nos collègues, et parce que justement le pari optimiste et humble, c'est de dire ce qui va rester des affirmations individuelles, ça sera ce qui aura été collectivement validé par des observateurs indépendants. Si vous récusez la notion de communauté scientifique, vous n'êtes même pas conscient que les connaissances, en tant que bien public, une fois stabilisées, sont le fruit d'un travail collectif. Et cette ignorance-là, je la croise dans ma profession
Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'appelle devant les véritables enjeux sociopolitiques qui sont à l'école de ce que c'est que la science et de ce qui n'en est pas. Je ne veux pas être trop normatif. Allez, j'appelle à mes collègues à se mobiliser au cours d'un contrat, expliciter un contrat professionnel. Il y a donc un caractère collectif de la validation des savoirs, et ce caractère collectif, il se fonde sur un socle commun méthodologique. Ce qui m'a navré tout au long de ma carrière, c'est de ne pas avoir reçu explicitement ce socle commun. Je l'ai pourtant pratiqué. On apprend tous à être des scientifiques par mimétique, j'ai envie de dire. On reproduit les pratiques qui se font dans le laboratoire. À aucun moment, ce socle commun n'est explicité. Et quand on l'explicite, on donne l'impression de faire une sorte de hold-up. J'ai été surpris aussi de la violence des réactions lorsque vous vous emparez, enfin oui, ça paraît comme ça, on s'empare. Qui êtes-vous, vous, pour vous emparer de ce que c'est que la scientificité? Mais les enjeux, ils sont pas que interacadémiques ou interdisciplinaires, les enjeux, ils sont surtout sociopolitiques. On citera des exemples tout à l'heure. Il est urgent de mobiliser face à nos... Vous verrez pourquoi tout à l'heure c'est urgent. Il est urgent de mettre en mots ce que sont nos pratiques scientifiques. Alors, ce contrat, j'ai repris la notion de contrat de Bourdieu, parce que j'aime bien ce mot-là finalement. Ce contrat, c'est pas une description précise de comment se fait la science à chaque jour dans le laboratoire. Le contrat, c'est l'attendu, c'est l'idéal, si vous voulez. C'est ce vers quoi nous devons tendre. Et ce contrat, vous pouvez l'énoncer au moins en 4 piliers. Et on peut dire contrat, mais on peut aussi parler de socle commun. Ces 4 piliers, je vais vous énoncer 4 propriétés qui vont peut-être vous sembler évidentes. Je vais avoir l'impression d'enfoncer les portes ouvertes. Mais je peux vous garantir que vous écrivez ça dans des journaux, c'est pas du tout des portes ouvertes. Ce sont des propriétés, des attitudes intellectuelles que vous exigez implicitement de vos doctorants pour qu'ils aient leur thèse. Si l'un des 4 piliers que je vais vous décrire rapidement n'était pas respecté par un étudiant en thèse qui se destine à être scientifique, vous ne lui donneriez pas sa thèse. Alors allons-y, quels sont ces 4 piliers et qui, encore une fois, servent de socle commun. Loin de moi les distinctions sciences dures, sciences molles, loin de moi les guerres des sciences, je ne veux pas de ça. On a beaucoup mieux à faire que de se chicaner sur des questions de périmètre épistémologique fin. Il y a beaucoup plus important sur le plan de l'école en particulier. Première propriété élémentaire, vous ne donneriez pas une thèse à un doctorant s'il n'avait pas été au cours de sa thèse sceptique sur les faits. S'il rentre en thèse ou si sur la question posée, il a déjà une idée bien déterminée et qu'il s'efforce de démontrer une idée préconçue, c'est pas une attitude qu'on attendrait d'un scientifique. Il y a évidemment qu'on peut présumer des réponses qui peuvent sortir d'une expérience ou d'expériences au pluriel. On peut avoir un univers des possibles devant soi, même assez restreint, allez, admettons-le. Mais le scientifique, admettons-le aussi, doit toujours laisser la place dans les réponses qui vont sortir de l'expérience à la surprise. Et moi qui travaille sur l'arbre du vivant, comme vous l'avez dit, monsieur Brézard, je peux vous dire que je ne m'attendais pas, je le dis toujours, à ce que la morue soit apparentée au Saint-Pierre. Je m'attendais plutôt à ce que, sur la base des séquences de son ADN, la morue soit apparentée à la baudroie. Eh ben non, la baudroie, elle va fricoter avec le poisson coffre. Enfin bref, je m'attendais à rien de tout ça. La première fois qu'on l'a présenté en congrès international, on nous a ri au nez. Mais depuis 10 ans, ça a été corroboré par plusieurs équipes indépendantes. Alors je la refais tout le temps, celle-là du poisson coffre il faudra peut-être que je change de disque parce que ceux qui m'entendent plusieurs fois dans la salle vont se dire le gars il a trouvé que ça dans sa vie. Il va falloir que je change un peu. Hein. Bon bref, place à la surprise. Quand vous êtes scientifique, vous êtes sceptique sur les faits. Ce n'est pas un scepticisme infini. Vous n'êtes pas sceptique sur vos méthodes, mais vous êtes sceptique sur les faits, sur ce qu'ont dit vos prédécesseurs, et vous êtes sceptique sur ce que vous trouvez vous-même aussi. Plus que je trouve est surprenant, plus je dois le secouer parce que je ne refais pas la face du monde à peu de frais. Si je le publie dans un article et que mon résultat surprenant est le fruit d'un artefact et le fruit d'une erreur, les collègues vont pas me faire de cadeau. Et c'est ce qui se passe en général, ils vous font pas de cadeau. Donc, être sceptique sur les faits, être sceptique sur ce qu'on trouve soi-même. Première propriété. Vous excluez déjà, rien que par le non-respect de cette propriété, vous excluez déjà la creationist science américaine de Morris et Gish, qui propose comme programme de prouver scientifiquement la vérité du contenu littéral de la Genèse biblique. Ce qui est à découvrir est déjà gravé dans le marbre. Comment voulez-vous avoir une démarche honnêtement scientifique ?
Ces gens-là se disent scientifiques, puisque le but du jeu, c'est de faire rentrer leurs propos à l'école. Donc c'est la science et la peinture et le vernis par lequel ils espèrent pouvoir entrer dans l'école publique. Deuxième propriété, nous scientifiques, nous espérons, puisque le but de notre métier, c'est l'élaboration collective de savoirs objectifs. Je rappelle au passage d'ailleurs que l'objectivité n'est pas une propriété individuelle, c'est une propriété collectivement acquise. N'est objectif que ce qui finalement a résisté aux aléas individuels des tentatives de reproduction d'une expérience. L'objectivité, c'est finalement ce qui aura été corroboré par des observateurs indépendants. Tout seul objectif, il y a des livres entiers qui examinent si un individu peut être objectif. À mon avis, c'est pas le bon endroit pour poser la question. La vraie question sociopolitique de l'objectivité en sciences, c'est la validation croisée par les pairs, la validation collective. Nous cherchons tout de même à atteindre une certaine objectivité dans ce que nous allons produire. Nous espérons que nos collègues vont reproduire des résultats que nous avons obtenus nous-mêmes. Ça veut dire que nous supposons que l'existence des choses qui sont là dehors dans le monde réel est indépendante de nous, indépendante de nos discours et indépendante des concepts que j'en fabrique. C'est ce que j'appellerais un réalisme de principe. Un réalisme de principe, malheureusement, toute la philosophie francophone ne travaille pas dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un pan de la philosophie qui n'est pas compatible avec l'exercice des sciences, parce qu'elle fait dépendre l'existence matérielle des choses qui sont là dehors, des concepts qu'on en a et des propos qu'on en énonce. J'ai un favori là-dedans pour toujours faire comprendre à mon public où est ce danger qui serait imminent. C'est ce qu'on appelle certaines formes de relativisme. Vous avez déjà identifié, je pense, de quel relativisme je parle. Je renverrai à ce numéro, pour faire vite, de la recherche de mars 98, où on venait de découvrir au Val-de-Grâce des traces d'ADN du bacille de Corp dans les poumons de la momie de Ramsès II. Le bacille de Corp, c'est le bacille qui est responsable d'une maladie qui est la tuberculose. Et les médecins du Val-de-Grâce avaient conclu dans les journaux que Ramsès II avait dû mourir de la tuberculose. Et Bruno Latour, dans le journal de la recherche en mars 98, je suis sûr que vous avez dû réagir sur cet article, il a fait quand même pas mal de bruit, résumait son propos en disant Ramsès II n'a pas pu mourir de la tuberculose parce que le bacille de Corp n'était pas connu des Égyptiens. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'article, c'est pas seulement une formule, dans l'article, il expliquait que, bon, à mon avis, il y a une transposition maladroite d'une épistémologie constructiviste qui a lieu dans les sciences sociales, mais il l'a transposée à ce moment-là dans les sciences naturelles, et là, ça fait des dégâts. Il a subordonné l'existence matérielle de l'objet qu'on regarde à la conceptualisation qu'on en fait. Et jamais, nous, scientifiques, on fait ce pari-là. Jamais. Si je fais une expérience et que j'espère qu'elle soit reproduite par un observateur indépendant, je fais le pari, évidemment, que le monde réel, là, va se manifester à mon collègue à qui j'ai jamais envoyé un email. Il va se manifester à lui comme il s'est manifesté à moi. On se présuppose, si vous voulez, l'existence matérielle des objets, indépendamment des phrases que je construis et des concepts que je projette dessus. Donc, ce réalisme de principe fait sens dans l'espérance qu'on a que nos expériences vont être validées, corroborées par des observateurs indépendants. Troisième propriété, celle qui fait le plus jaser, on va dire, parce qu'en fait, toutes les tentatives spiritualistes de récupération des sciences dans le giron du discours théologique misent sur la destruction de ce qu'on appelle le matérialisme scientifique. Qu'est-ce que c'est que le matérialisme scientifique? Pour faire vite, ça n'est qu'un matérialisme méthodologique. Il ne fait que dire ce avec quoi les sciences peuvent travailler. Les sciences travaillent avec ce qui est changeant, c'est-à-dire en fait la matière. Les sciences travaillent avec la matière ou propriétés très émergentes, très sophistiquées de la matière. Votre doctorant, si je le dis comme ça, vous pourriez trouver ça sophistiqué, mais je peux vous le retourner à l'envers, au labo, je vous le fais avec les mains. Votre doctorant, vous n'attendez pas de lui qu'il mobilise pour expliquer des forces dans le monde réel, dans le monde qu'il va expérimenter, y compris le monde social, le monde économique, même les historiens. Personne ne va aller supposer l'intervention d'entités déclarées a priori immatérielles, mais agissant sur le monde matériel.
Là, il y a quelque chose de très fin à spécifier. Souvent, les gens me disent, mais les mathématiques, qu'est-ce que tu en fais? Les mathématiques, en mathématiques, dont on dit toujours qu'ils sont au cœur des sciences, oui, c'est vrai, ils sont au cœur des sciences. Le formalisme de la rationalité humaine outrepasse largement sa correspondance dans le monde réel, et puis manipule des objets dont on sait très bien qu'ils sont immatériels. Quand les gens travaillent sur une 18e dimension, enfin bon, je ne vais pas vous faire de dessin, les mathématiciens font courir leur rationalité formalisée beaucoup plus loin que ce qu'on peut instancier dans le monde réel. Oui, mais néanmoins, à ce moment-là, lorsqu'ils manipulent des objets extrêmement abstraits n'ayant pas de correspondance dans le monde réel, ils ne prétendent pas que ces choses qu'on pourrait qualifier d'immatérielles, je ne sais pas s'il faudrait le faire d'ailleurs, mais peu importe, ils ne supposent pas que ces choses agissent en première instance dans le monde matériel. Donc ce que j'appelle un matérialisme méthodologique, c'est la condition de reproductibilité des... Enfin, c'est pas moi qui l'appelle, ça vient pas de moi, excusez-moi, j'ai dit je, mais ça a été énoncé par d'autres ainsi. Le matérialisme méthodologique ne fait que dire, on ne mobilise pas d'entités, on n'a pas besoin en fait de mobiliser des entités immatérielles, déclarées a priori comme immatérielles, comme agissant sur le monde matériel. Alors, qu'est-ce que c'est que ces entités immatérielles par définition? Ce n'est pas les sciences qui les ont inventées, ça vient de l'histoire des hommes. Un dignitaire religieux nous rappelle que l'âme reste une création immatérielle de Dieu. Alors il y a l'âme qui est déclarée par définition comme étant immatérielle. Il y a les fantômes, il y a les élans vitaux, il y a le phlogistique, il y a les anges, il y a toute une liste d'entités. Les esprits avec un grand E. Pour les dualistes, il peut y avoir un esprit qui serait complètement immatériel. Entre nous, on peut faire des neurosciences, on peut faire de la psychologie clinique sans avoir besoin d'être dualiste. On peut simplement penser que les états mentaux sont des propriétés émergentes sophistiquées qui sont beaucoup plus que la somme des propriétés des parties moléculaires qui les composent. C'est ce qu'on appelle l'émergence. Les propriétés du tout sont beaucoup plus que la somme des propriétés des parties. Et donc, il n'y a pas besoin d'être antimatérialiste quand on est sociologue, historien, psychologue clinicien. Enfin bref, quand on travaille sur des niveaux d'intégration extrêmement élevés, des propriétés très intégrées, qui émanent de plusieurs couches de propriétés qui d'ailleurs, les unes et les autres, sont gérées par des disciplines scientifiques différentes. La psychologie, la biologie, vous descendez sous la chimie, la physique, enfin bon voilà, vous avez une espèce de construction au cours de laquelle rien ne nous autorise a priori à postuler que les choses puissent être immatérielles. Alors je peux vous garantir que les think tanks conservateurs qui essayent de réintroduire Dieu dans les sciences pour la moraliser, ça c'est pas bon discours, c'est le leur. Ce matérialisme méthodologique, lorsque vous l'énoncez, quand personne n'en parle, ils n'ont rien à dire. Ils sont très contents que personne n'en parle. Mais quand vous en parlez, quand vous dites, mais attendez, il y a quand même un contrat de travail au labo, votre doctorant, il mobilise pas la providence pour expliquer ce qui se passe à la paillasse. Il mobilise pas non plus les fantômes ni les esprits. Vous les embêtez drôlement, parce que il y a tout un travail aujourd'hui, et ça on le décrit dans le bouquin, mais je vous recommande aussi le travail d'Olivier Brosseau. Olivier n'est pas là ce soir, mais Cyril Baudouin et Olivier Brosseau ont fait un très joli travail d'enquête sur les réseaux créationnistes dans le monde, et en particulier en France. Le bouquin sera réédité chez Belin l'an prochain. Il y a tout un travail, il faut avoir conscience qu'il y a tout un travail intellectuel en sous-main fait pour redéfinir les sciences de l'extérieur, mais les redéfinir de manière à ruiner le matérialisme dont je viens de vous parler, de manière à se trouver autorisé à réintroduire la providence au laboratoire. Qu'est-ce que c'est que l'intelligent design américain à Seattle, si ce n'est la réintroduction d'un principe providentiel en tant qu'explication scientifique? Que vous vouliez mobiliser la providence, c'est votre affaire à titre individuel. Et là, je suis laïque, il n'y a pas de problème. Chacun fait ce qu'il veut. Mais collectivement, le contrat depuis 200 ans dans le métier, je dis bien depuis 200 ans, parce que souvent ces gens se réfèrent à cette idée que les sciences n'ont pas toujours été ce qu'elles sont, et que Newton était ceci, un tel était cela, alors on va faire de l'anachronisme, on va dire parce qu'il y en a un qui a mobilisé la providence il y a 300 ans, on serait amené à la mobiliser aussi. Non, le nouveau contrat, il est établi avec les Lumières, justement. Le nouveau contrat est établi avec les Lumières. Diderot, Buffon n'expliquait la nature qu'avec les seules ressources de la nature. Et il n'y a pas que Diderot et Buffon d'ailleurs, il y a des Hollandais, il y a des Anglais, je ne vais pas faire la liste. Donc soyons brefs sur ce point. Si vous énoncez comme faisant partie du socle commun à toutes les sciences ce principe de matérialisme méthodologique, vous embêtez drôlement les entreprises de phagocytage, si je peux dire, de récupération,
d'englobement des sciences par des think tanks qui voudraient que les sciences soient soient à nouveau le serviteur du discours théologique, parce qu'elle l'a été dans le passé. Elle l'a été dans le passé. Dernière propriété, et là l'union rationaliste, j'ai pas besoin d'aller très loin, vous n'attendriez pas de votre doctorant qu'il fasse des fautes de logique, ou qu'il fasse défaut au principe de parcimonie. S'il multiplie à l'infini les hypothèses gratuites non documentées, ben on finit par dire, mon gars, tu peux dire n'importe quoi, si tu n'es pas économe en hypothèse, tu peux dire n'importe quoi. La rationalité humaine est exigée en science. On est rationnel bien au-delà des sciences, dans la vie de tous les jours, bien sûr, mais dans l'espace des sciences, la rationalité est requise. Ce socle commun, il a l'air... je parle bien de socle commun. Quand je dis socle, je sous-entends, vous l'avez bien compris, qu'on peut ajouter par-dessus ce socle des épistémologies plus locales. Le problème qu'on a aujourd'hui, nous les scientifiques, c'est qu'on est surentraîné à se chicaner, à se bouffer le nez sur des épistémologies locales, et on oublie le socle commun. Or, l'enjeu sociopolitique, il est dans le socle commun. Je donne un exemple. Il y a 1 an et demi, le monde diplomatique m'a demandé d'écrire un article sur la mobilisation des scientifiques autour de leur contrat, expliciter le socle commun, en tant qu'action, si vous voulez, aidant le travail qu'on a à faire avec les concitoyens, avec les enseignants, sur faire identifier à nos jeunes qu'est-ce qu'un discours scientifique et qu'est-ce qui n'en serait pas. Et donc, j'ai produit cet article. On est allé à une coécriture. J'ai été mis au frigo pendant 1 an, parce que c'est pas des questions qui sont chaudes. Donc j'ai fait 1 an de frigo avant. Bon, après avoir fait 1 an de frigo, il y a eu coécriture au mois de novembre. Et tout à coup, il y a une crispation. L'article était vraiment, c'est génial, c'est super. Hein, et crispation tout à coup de la rédactrice en chef, dont j'ai appris d'ailleurs qu'elle enracinait son origine intellectuelle dans la sociologie. Alors que les enjeux du papier étaient clairement des enjeux citoyens, la crispation s'est produite autour du socle que je viens de citer. Alors qu'il était bien question de parler d'un socle commun, et que j'ai bien précisé que les sociologues, les historiens, ce qu'on appelle les SHS, les sciences humaines et sociales, finalement, si elles y réfléchissent un instant, souscrivent à ce socle. C'est pas parce qu'on est sociologue qu'on appelle la providence pour expliquer les faits sociaux. C'est pas parce qu'on est sociologue qu'on suppose qu'il n'y a pas une reproductibilité potentielle dans ce qui est décrit dans les relations sociales sur lesquelles on travaille. Un sociologue qui écrit un travail, aussi pointu, aussi spécifique soit-il, admet tout de même qu'il attend d'un collègue, s'il refaisait la même enquête, qu'il puisse retomber sur les mêmes affirmations. Si ce n'est pas pour partager des affirmations en commun, pourquoi est-ce que nous sommes scientifiques? Donc ce socle commun, il est le plus largement partageable. Encore une fois, ça n'empêche pas des épistémologies plus locales surajoutées. Je n'ai pas envie de dialoguer sur savoir s'il faut être popérien ou carnapien, s'il faut réfuter ou corroborer, etc., etc. S'il faut travailler en conciliance additive ou s'il faut faire de l'hypothético-déduction. Toutes ces discussions épistémologiques extrêmement intéressantes, je me passionne pour ça, mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu à l'école, c'est le socle minimal qu'il faut donner à nos gamins. Alors voilà, l'article a été refusé, et je prends ce refus comme un signe d'irresponsabilité éditoriale, parce que la personne qui est le rédacteur en chef a refusé l'article sur la base d'un désaccord sur ce qu'est le socle commun, alors qu'en fait, elle devait voir, en tant que rédacteur en chef, que l'enjeu n'était pas là. L'enjeu, il n'était pas interdisciplinaire, l'enjeu, il est interprofessionnel, j'ai envie de dire. L'enjeu, il est même sociopolitique. Donc voilà une illustration au jour le jour de l'impossibilité, alors que ce socle vous semble peut-être, je ne sais pas si je vous ai convaincu, mais il semble quand même, si on pense à ce qu'on fait dans nos laboratoires, quelle que soit la discipline avec nos doctorants, ce socle ne me semble pas, la description de ce contrat ne me semble pas abusive ou trop normative. Là, ça laisse largement de la place à toutes les disciplines, et pourtant, on a du mal à le faire expliciter. Ce socle, je travaille à son explicitation, et il est en lien avec la laïcité, parce qu'en fait, vous avez déjà compris que si on a dit que la validation des savoirs est collective, la science est laïque de fait. Nous ne faisons pas mention dans nos articles scientifiques de notre appartenance religieuse ou politique. Je n'ai pas besoin de savoir en quoi croit le japonais qui a corroboré le fait que la baudroie et le poisson-coffre étaient gros frères. J'ai juste besoin d'avoir sa démonstration. Enfin, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est presque trivial.
Seulement, ce qui est moins trivial, c'est de mettre cette laïcité tacite du métier de scientifique. Et à l'international, ce qui est moins trivial, c'est de mettre cette laïcité tacite en lien avec celle de l'école. Je me doute que vous en êtes convaincus, mais quel sens aurait... En France, c'est presque banal de dire ça, mais quand on le dit aux États-Unis d'Amérique, c'est quand même pas la même chose. Ou quand on le dit en Hollande, ou quand on le dit en Allemagne, ou même quand on le dit en Suisse, parce qu'en Suisse, ou en Belgique, alors là en Belgique, on a carrément les écoles qui sont gérées, Guy connaît certainement ça mieux que moi, les écoles sont gérées par des obédiences métaphysiques, on va dire, séparément. L'école laïque, c'est presque l'école des athées en Belgique, hein, parce qu'il y a une école catholique, une école protestante, etc. L'école française parie que l'espace de la classe est un espace laïque. Quel sens aurait cette laïcité s'il n'y avait pas une laïcité des sciences en amont qui garantit la neutralité métaphysique des savoirs que nous produisons? Notre profession n'est pas intentionnée sur le plan métaphysique. Elle n'a pas d'agenda, comme on dit dans le monde anglo-saxon. Et quand je dis cela, je m'érige contre des articles publiés dans le journal Le Monde où on essaie de nous faire croire le contraire. La profession de scientifique, le collectif professionnel, n'a pas de plan, en quelque sorte, métaphysique. Nous sommes enracinés, bien sûr, en philosophie. Les sciences s'enracinent quelque part en philosophie, ça c'est bien entendu. Mais ce n'est pas parce que nous sommes enracinés dans les Lumières, dans la façon dont nous pratiquons les sciences, que nous ayons une quelconque dette, en quelque sorte. Nous ne sommes pas, en tout cas, dans la vie de tous les jours, le chercheur n'est pas animé de la volonté de détruire ou d'apporter du moulin à telle ou telle posture métaphysique. On fait un peu comme Léo Ferré, arrangez-vous avec ça. On a trouvé ça, voilà ce qui a été validé. Le chimpanzé, le groupe frère de l'homme, si ça vous plaît pas, écoutez, si vous suivez la règle du jeu, qui a été suivie dans l'espace du laboratoire, essayez de montrer le contraire. Mais il faut que votre objection soit méthodologiquement recevable. C'est ça que le public ne comprend pas, c'est qu'il ne suffit pas de dire je suis catholique, protestant, peu importe, musulman, pour accréditer en quelque sorte une objection à l'égard des sciences. Les objections dans la façon dont elles sont formulées et dans la règle du jeu qu'elles prétendent suivre elles-mêmes se soumettent à des critères de recevabilité. Vous n'objectez efficacement aux sciences que si vous décidez de suivre la règle du jeu des sciences. Et à la fin de mon livre, je dis à mes collègues, la dernière chose à faire pour des scientifiques, c'est de faire plateau télé commun devant le public contre des créationnistes. C'est la dernière chose à faire, parce que vous faites croire au public que le gars qui est en face de vous suit la même règle du jeu que vous. C'est une règle de sociologie élémentaire. Hein. Les gens qui doivent dialoguer avec les créationnistes, ce sont les théologiens, ce sont les philosophes, ce sont les élus politiques, mais surtout pas nous les scientifiques, parce que nous leur donnerions, si vous voulez, la crédibilité institutionnelle qu'ils cherchent à avoir en face de nous, mais surtout nous ferions croire au public que leurs objections suivent les mêmes règles du jeu que celles que nous imposons à nous-mêmes. Et donc, il ne faut pas rien faire, il faut écrire, c'est ce qu'on fait là, il faut travailler vers le public, mais pas travailler vers eux, en tant que scientifique, j'entends. Donc cette laïcité, plusieurs think tanks et partis politiques luttent contre cette laïcité de l'école et contre celle de la science. Alors je vais vous donner deux exemples. Celui du spiritualisme larvé français, j'ai presque fini, parce qu'il faut quand même que vous arriviez à identifier pourquoi finalement il y a un besoin d'expliciter le contrat méthodologique du métier. Un spiritualisme larvé, présentable, en costard-cravate. Vous voyez, moi je suis un peu dégueu à côté. Voilà, costard-cravate, façade de respectabilité. On publie dans Le Monde un appel qui s'appelle « Pour une science sans a priori ». Et qu'est-ce qu'on lit dans cet article du Monde? Je vous cite. Nous avons en commun, les signataires de l'article, 23 février 2006, nous avons en commun le fait de penser que si les conceptions religieuses ou métaphysiques ne doivent en aucun cas intervenir a priori dans le déroulement de la recherche scientifique, virgule, il est non seulement légitime mais également nécessaire de réfléchir a posteriori aux implications philosophiques, éthiques et métaphysiques des découvertes et des théories scientifiques. Si les scientifiques renoncent à la réflexion métaphysique et spirituelle, ils se couperont de la société. Cet article, a priori, quand on lit ça, on se dit, ça s'appelle pour une science sans a priori, il y a des mecs qui ont des a priori. C'est moi, par exemple. Hein. Pas que moi, mais il y en a quelques-uns. Il y a des rationalistes bornés qui doivent avoir des a priori. Mais ce que fait cet article, il essaye de dévier le contrat du métier. Il essaye de dévier la charte, en quelque sorte, qui n'est pas signée d'ailleurs. Hein. Le métier se mobilise
pour élaborer collectivement des connaissances objectives. On n'a pas comme contrat de travail de se muer en philosophe. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour le métier de philosophe, je travaille avec, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais il y a une répartition des tâches qui se fait il y a 200 ans. Il y a une professionnalisation de la science qui se fait après la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'avons pas aujourd'hui, comme vocation professionnelle collective, j'entends bien collective, hein, de régir, si vous voulez, quelque chose sur le plan métaphysique qui soit le fruit d'une élaboration collective. À titre individuel, vous pouvez le faire, bien sûr. Et c'est cette confusion entre l'individuel et le collectif qui est entretenue par cet article. À aucun moment on ne vous dit si les scientifiques, ce sont des individus qui parlent en leur nom propre, ou est-ce que les scientifiques, c'est la communauté professionnelle. Si c'est la communauté professionnelle qui prescrit en métaphysique, c'en est fini, à terme, de l'autonomie des sciences dans la validation des savoirs. Si nous prescrivons en métaphysique, il faut nous attendre à nous voir contraints en retour de servir des postures métaphysiques ou politiques. C'est déjà en route en Turquie. Ça y est, la Turquie n'est déjà plus un pays laïque. Hein. Vous avez vu récemment le serment de laïcité a été abandonné. Et ça fait depuis 2003 d'ailleurs, ça fait déjà bientôt 10 ans qu'on n'enseigne plus de biologie en Turquie, on enseigne l'intelligent design dans les écoles turques. Nous avons fait venir en 2009 le professeur Ayurt Kense, qui avait publié un article dans Nature en 2007 pour expliquer aux Occidentaux que les scientifiques turcs ne faisaient pas rien sur le délabrement de leur école, mais qu'ils essayaient de lutter, mais qu'ils étaient bridés. Et Kense a refusé à ce qu'on publie sur Internet sa conférence parce qu'il était inquiété par les autorités de son pays. Donc, c'est pas de la fiction. Je suis pas en train de brandir des chiffons rouges. Bien sûr que ça va pas se produire en France, en tout cas pas dans l'immédiat. Ça va pas se produire en France, mais je suis en train de vous expliquer que si vous accréditez cette idée comme ils l'ont fait en Turquie ou comme cherchent à le faire l'intelligent design à Seattle, les Américains de ce think tank conservateur particulier, si vous arrivez à faire passer les sciences comme une philosophie qui se déguise, vous allez justifier, c'est ce qu'ils ont tenté de faire dans plusieurs États, et d'ailleurs ça réussit, puisque des États du Sud, à nouveau, observent un balanced treatment en cours de biologie, c'est-à-dire 50% du cours de biologie pour la création, 50% du cours de biologie à l'école pour l'évolution. Parce qu'ils ont, dans les comités locaux de parents, ils ont réussi à faire passer cette idée que la théorie darwinienne de l'évolution était de la philosophie déguisée en science, donc on réclame par égalité de traitement des options métaphysiques des élèves, le pendant pour une biologie qui serait inspirée par d'autres présupposés philosophiques. Donc ils sont très malins à l'UIP, s'ils ont compris que on arrivait à faire accréditer cette idée auprès du public, que notre profession puisse être animée d'un contrat métaphysique particulier, eh bien nous faisons perdre à la communauté professionnelle son autonomie dans la validation des savoirs. Je ne parle pas d'une autonomie dans l'absolu. Les sciences, elles font l'objet d'un pilotage par l'État. Je ne parle pas des applications, là. Je ne parle pas d'une autonomie, absolue. Je parle d'une autonomie dans la validation des résultats. Nous faire prescrire de l'extérieur qu'est-ce qui est convenable de trouver et qu'est-ce qui n'est pas convenable de trouver. Je vous rappelle tout de même que ce qui me navre, c'est de voir mes collègues hausser les épaules, mais c'est aussi voir mes collègues, je ne l'ai pas encore dit, prêter main forte à ces entreprises. Les signataires de l'appel de l'UIP, ce sont des astrophysiciens, Trinh Van Tuan, ce sont des physiciens, le prix Templeton 2009, Bernard d'Espagna, et puis actuellement, l'UIP, j'ai amené le programme si vous voulez consulter, l'UIP organise le 5 et 6 décembre un congrès où il convoque des scientifiques, il fait sa publicité sur la mobilisation de scientifiques autour de questions qui touchent, je vous cite, qui touchent les racines des cultures et la mondialisation. Ça se passe dans les locaux de Paris 5. Paris 5 contribue à l'entreprise et Axel Kahn fait partie des intervenants lors de cette manifestation. Donc si quelqu'un a l'adresse d'Axel Kahn dans la salle, je la prends parce que je lui ai déjà préparé un courrier. C'est pas du off, hein. Je lui ai déjà préparé un courrier pour lui dire où il met les pieds au cas où il ne le saurait pas. Donc il y a véritablement une ignorance feinte ou réelle sur ce que sont ces entreprises dont je viens de vous parler, des entreprises de limitation, si vous voulez, de l'autonomie des sciences dans la validation des savoirs.
Pour terminer, j'ai déjà parlé du relativisme tout à l'heure comme état d'esprit qui ne travaille pas dans le sens où je vous le propose. Je ne nie pas que le métier de scientifique s'inscrive dans un laboratoire qui subit des pressions sociales, politiques et économiques. Évidemment, bien sûr, ça serait bien naïf que de vouloir faire de l'angélisme. Bruno Latour a décrit en 1994 et après le bon scientifique comme celui qui est capable de se garantir un réseau de relations, un réseau de publications et finalement un réseau tout court. Alors, il n'a pas tort. Il décrit ce qu'on appelle le capitalisme scientifique, c'est-à-dire en fait la course des individus auto-centrés, qui se regardent le nombril, qui se regardent dans la glace, et qui finalement une course auto-centrée à la citation, au cumul des récompenses et des... Oui, mais oui, ne nions pas cela, effectivement, ça existe. Ça existe, nous sommes évalués à la publication, et on nous calcule aujourd'hui, comme vous le savez, un H-index qui relate, si je ne me trompe pas, le nombre de fois où votre article a été cité le même nombre de fois. Hein, bon, bah voilà, et quand vous voulez vous rendre visible, il faut que vous donniez votre H-index. Donc il y a une course à la visibilité par laquelle finalement nous sommes évalués. Nous sommes responsables au premier chef d'ailleurs de l'abandon de la diffusion des connaissances auprès du public à une profession dont c'est devenu la spécialité et qui produit son propre discours sur le monde réel. Je pourrais vous en parler de la diffusion des connaissances tout à l'heure. C'est qu'en laissant une profession s'emparer de ça, en ne le faisant pas nous-mêmes, nous avons installé des gens depuis 25 ou 30 ans qui racontent des choses qui, elles-mêmes, vu qu'il y a une charnière d'articulation, ont 25 ou 30 ans par rapport à ce qui se passait dans les laboratoires. Beaucoup de diffuseurs aujourd'hui professionnels, des médiateurs de la science, travaillent en parlant des sciences avec ce qu'ils ont reçu à l'école quand ils étaient petits. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les révolutions scientifiques récentes, eh bien, elles passent à la trappe. Et je ne parle pas d'une fébrilité des derniers papiers, il ne faut pas exagérer, mais il y a un temps, il y a un tempo à respecter dans la validation des savoirs et dans l'étape à laquelle on l'a retranscrit. Le tempo n'est pas toujours respecté ni dans un sens ni dans un autre. Il y a du retard ou il y a trop d'avance. Ça, c'est nous, c'est de notre faute. Hein, c'est nous qui n'évaluons pas positivement dans la carrière de nos collègues la diffusion des connaissances. C'est à nous de valoriser la diffusion des connaissances dans les carrières des chercheurs, puisque c'est nous qui évaluons nos propres pairs. Donc ce relativisme s'installe en partie parce que nous avons laissé finalement à des sociologues des sciences la description des sciences uniquement sous forme d'activité sociale et nous n'avons pas mobilisé en mots le contrat méthodologique qui était attendu. Bruno Latour n'a pas tort quand il parle de capitalisme scientifique, mais c'est incomplet. Ce que je reproche à Bruno Latour, c'est de taire le contrat méthodologique, de dire qu'il est inutile. Il l'avait écrit que c'était pas utile. À l'inverse, sans taire les contraintes sociopolitiques auxquelles nous sommes soumis, il est urgent pour nos concitoyens que nous les aidions à remettre des mots sur un socle commun à l'école. Ceci pourquoi? Vous l'avez compris, pour être vigilant pour que notre école ne soit pas demain, notre école publique ne soit pas demain ce qu'elle est en Turquie, ce qu'elle est dans certains États américains, ce qu'elle est dans certains cantons suisses, ce qu'elle est dans certains lieux en Hollande, parce qu'en Europe, il se passe des choses aussi, et que si nous tenons à la citoyenneté à la française, les scientifiques sont bien armés pour aider les enseignants à respecter ce contrat laïque de l'espace de la classe. Donc les enjeux, je vous les ai dit, ils sont dans l'autonomie des sciences, alors pas absolue, mais l'autonomie dans la validation des savoirs. L'enjeu est à l'école. Qu'est-ce qui est science, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça paraît bien normatif de le dire comme ça. Je fais court, mais mettre en mots auprès de nos enseignants des éléments de scientificité, pas les laisser tout seuls, parce que la plupart des enseignants de sciences n'ont pas reçu cette formation. Hein. Ou alors ils l'improvisent eux-mêmes, mais les scientifiques, d'ailleurs c'est pareil, la plupart des scientifiques n'ont pas reçu d'épistémologie explicite sur ce que c'est que la science. Vous aurez compris que parce que la science, s'il faut le faire ainsi, c'est parce que la science contribue, sans avoir été faite pour ça, mais elle contribue passivement à l'élaboration d'un citoyen dans un régime politique qui a mis la raison au cœur du vivre ensemble. Elle le fait passivement, elle le fait sans qu'on le lui ait ordonné, si vous voulez. Mais de fait, la science est une des meilleures alliées de la laïcité, de la citoyenneté à la française. Donc réexpliciter le contrat méthodologique, le socle commun, le distinguer du capitalisme scientifique décrit par Latour et le distinguer des contraintes externes, sans nier qu'il existe des contraintes externes, bien sûr.
Et puis expliciter le pas de temps. J'en termine là. Le pas de temps, c'est très important. Reproduire des expériences d'autrui, ça peut demander 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et bien des débats paraissent confus aujourd'hui, surtout lorsqu'ils sont sociopolitiquement chauds, parce que nous laissons finalement aux médias le soin d'interférer dans une dynamique de corroboration qui n'est pas terminée. La corroboration par des observateurs indépendants n'est pas aboutie, et déjà les médias s'en emparent. Et alors là, c'est très facile, évidemment, de faire des interventions, comme le dit Bourdieu, hétéronomes, c'est-à-dire de faire des interventions de négation ou de corroboration dont les mobiles, dont les sphères de légitimité ne sont pas du tout ceux de l'espace du laboratoire. Comme conclusion, je vous donnerai une citation de cet article du Monde paru le 22 septembre 2012 pour vous dire que j'agite pas des chiffons rouges, hein, je regarde ce que la société dit de mon métier. Toutes les opinions étant légitimes en démocratie, pourquoi certaines, les vérités scientifiques, prétendraient-elles être de nature différente ? Merci à vous.